Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour aux rencontres des entrepreneurs de France, les universités d'été du MEDEF. Et pour aujourd'hui, nous sommes avec Caroline Semin, qui est directrice générale du groupe Semin, du même nom. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi avec Georges Maregiano, associé et directeur du marché ETI de KPMG France. Bonjour monsieur. Bonjour. Et nous allons parler donc des ETI. Les ETI, c'est ces entreprises de moins de 5000 salariés. La moitié sont des entreprises familiales et bientôt seront transmises. Elles représentent quand même 25% de l'emploi salarié, 30% de l'investissement et 35% de l'export de notre pays. Vous confirmez, Caroline ? Oui, je confirme. Et une ETI sur deux va être transmise ou cédée dans les 10 ans à venir. Ça représente 3000 ETI. Donc la réussite justement de cette vague de transmission d'ETI est un vrai enjeu à la fois pour la pérennisation de notre savoir-faire et pour le développement économique de notre pays. Et alors, là, comment vont les ETI aujourd'hui ? Dans ce contexte entre sobriété énergétique, lutte contre le dérèglement climatique, inflation record ? Alors, Semin, on est un groupe industriel français, familial, et on est spécialisé dans les matériaux de construction pour le bâtiment. Donc, c'est sûr que ces derniers mois, le secteur du bâtiment a connu une grosse inflation sur beaucoup de matières premières et d'emballage que l'on a essayé de répercuter proportionnellement sur le marché, que l'on a réussi à répercuter que partiellement. Et c'est sûr que là, avec la rentrée et le contexte énergétique qu'on voit, il y a beaucoup de flou pour les mois à venir et début d'année prochaine. Ouais. Georges, avec votre regard un peu macro sur les ETI, qu'est-ce que vous voyez comme tendance actuelle ? Alors, il y a plusieurs éléments de tendance. Tout d'abord, effectivement, comme Caroline le disait, il y a des transmissions à venir. D'accord ? Deuxième élément, c'est une des difficultés de la France, on manque d'ETI. Donc, il ne faut pas rater ces 10 prochaines années où près de 3000 ETI vont se transmettre. Troisième élément, on sort d'une période, les 2 dernières années, où les ETI se sont pas si mal comportés que ça. Mais on rentre dans une période à venir où il y a pas mal d'interrogations. Et ce à quoi on assiste, c'est que dans les périodes où tout va bien, les ETI se comportent à peu près comme les grands groupes. En revanche, dans les périodes où tout va pas si bien que ça, où il y a des difficultés, les ETI sont plus résilientes. Et surtout, au-delà de la résilience, elles ressortent plus fortes de la crise, parce qu'elles ont souvent réussi à conserver les compétences avec cette idée de groupe familial, de valeurs, de transmission, ainsi de suite. Voilà. Et justement, vous êtes la 6e génération à la tête de votre entreprise. En quoi c'était important pour vous de reprendre l'entreprise familiale ? Au départ, je n'étais pas du tout partie pour ça. Je voulais faire de l'hôtellerie-restauration, donc rien à voir avec le secteur du bâtiment. J'ai découvert le secteur du bâtiment dans une autre entreprise, parce que j'ai voulu avoir une expérience extérieure avant de rejoindre les équipes. Et j'ai bien accroché avec le secteur du bâtiment de manière générale, parce que c'est humain, direct, il y a encore beaucoup de relationnel, donc j'ai bien accroché. Après, c'est assez naturellement que j'ai rejoint les équipes et que je travaille aujourd'hui au quotidien avec mon père pour reprendre le flambeau et poursuivre le développement du groupe. C'est un secteur qui doit prendre le virage de la transition écologique et énergétique assez rapidement. Je pense notamment à la RE120, la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs. Comment vous prenez à bras-le-corps ce sujet ? C'est clair que c'est un vrai enjeu en tant que nouvelle génération dirigeant d'ETI. On est confronté à différents défis. Le premier, c'est en effet la transition écologique. Il y a aussi le sujet de la réindustrialisation. Bien sûr. Une des grandes orientations que j'ai amenées et que je pilote avec l'équipe de direction au quotidien, c'est accélérer notre transition écologique. Le secteur du bâtiment, comme vous l'avez dit, est le deuxième secteur après le transport le plus polluant et responsable de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est clairement au cœur des enjeux de la transition écologique. Et en tant qu'industriel, on a un rôle clé à jouer pour innover et être capable de proposer des solutions encore plus responsables et pouvoir concrètement participer à un habitat responsable pour un avenir durable. Georges, les ETI ont pris ce virage, elles ne sont pas en retard ? Elles sont en train de le prendre. Alors effectivement, il y a peut-être eu un peu de retard parce que les ETI, c'est souvent une équipe. Et une équipe qui s'interroge, ainsi de suite. Autant les grands groupes donnaient la tendance là-dessus, mais les ETI ont rattrapé le phénomène. Et puis surtout, ce à quoi on assiste à aujourd'hui, et c'est vrai que c'est important de le souligner, c'est que c'est un peu, entre guillemets, le moment ETI. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une prise de conscience suite à toutes ces crises successives, le Covid, la guerre en Ukraine, ainsi de suite. Il y a une prise de conscience de la société française qu'on doit gagner en souveraineté, réindustrialiser, avoir nos produits en France, ainsi de suite. Donc, premier élément. Deuxième élément, il y a des
des gens, des leaders d'opinion, notamment Nicolas Dufour qui a sorti un manuel, un bouquin très intéressant sur la désindustrialisation de la France. Le patron de BPI France. Exactement, le patron de BPI France. Donc, tous ces éléments-là sont des lames de fond il y a un alignement de planètes. Les ETI sont bien placés par leur situation dans les régions, dans les territoires, par leur implication auprès des populations pour travailler cette réindustrialisation possible, la prise de connaissance de difficultés climatiques, donc l'introduction de ces valeurs dans leurs entreprises, ainsi de suite. Donc c'est un peu ce moment ETI qui va rythmer les prochains mois, qui va rythmer aussi probablement la restructuration un peu des sociétés, et notamment de la société française, autour de ça, le besoin de région, de retrouver des valeurs, un peu d'authenticité, ainsi de suite. Voilà. La réindustrialisation, c'est une réalité aujourd'hui? Oui, il reste encore des barrières. Alors, c'est une réalité... C'est un grand discours politique. C'est exactement, c'est vrai. C'est une réalité qu'on s'est désindustrialisée. Bon, voilà. Effectivement, je citais le Nicolas Dufour, lui dit qu'il y a à peu près 10% du PNB en France. Je pense que c'est plutôt entre 10 et 12, mais enfin, peu importe. Il y a une dizaine de pourcents qui sont faits par l'industrie dans notre PIB. D'accord ? Si on compare, c'est 2 fois plus en Italie et c'est 25% en Allemagne. Donc ça souligne une vraie difficulté. Et l'objectif, c'est de gagner quelques pourcents. Il faudrait avoir pour objectif de passer de 10, 12 à 15 dans les prochaines années, en réindustrialisant des éléments. Alors, on ne va pas reproduire des t-shirts ou des téléviseurs en France. En revanche, il y a tout un tas de produits qui guident notre souveraineté qu'on pourra réinternaliser en France. La santé. La santé, ça devient urgent. Quand on a vu ce qui s'est passé il y a 2 ans. C'est d'une actualité brûlante, effectivement. Et vous, alors, où êtes-vous basé? Est-ce que vous comptez vous développer dans le pays? Comment ça se passe? Alors, le siège est basé en Lorraine, dans le Grand Est. Et après, on a 12 usines, dont 8 en France. Notre cœur de métier, c'est les enduits. Et après, on fabrique différents matériaux autour de la plaque de plâtre, donc dans le second œuvre, dont les ossatures métalliques et les accessoires pour monter la plaque de plâtre. On a un fort potentiel de développement à la fois sur la partie innovation, développement de nouveaux produits éco-responsables. Quand je parle de produits éco-responsables, c'est à la fois sur la composition des produits, matières d'origine naturelle et en particulier des végétaux, et aussi sur les circuits courts pour favoriser un maximum les circuits courts. La stratégie du groupe a toujours été de placer les usines au plus proche des matières premières, et en même temps, ça nous permet d'avoir un maillage industriel dans les territoires et d'être au plus proche du client aussi. Donc en favorisant au maximum les circuits courts. De cette manière-là, on est beaucoup présent historiquement dans les pays de l'Est et en particulier en Pologne. Donc là, on est sur le point de concrétiser le rachat d'un terrain sur place pour monter une usine d'enduit et pour, de cette manière-là, livrer nos clients en Pologne et également en Ukraine de manière à participer activement à la reconstruction du pays aussi. Les matériaux de construction ont une industrie électro-intensive qui demande beaucoup d'énergie dans les processus, je vais parler français. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous devez répercuter ces prix d'énergie sur vos clients? Alors, pour le coup, nous, on est peu consommateurs d'énergie dans le sens où notre cœur de métier, c'est les enduits. Pour fabriquer des enduits, c'est essentiellement des mélanges et du conditionnement, un peu comme une recette de cuisine. Par contre, dans les ingrédients qu'on utilise, il y a le plâtre et le carbonate de calcium. Et là, pour le coup, nos fournisseurs de ces matières premières, entre autres, eux, sont beaucoup plus concernés par la question. Donc, on est indirectement concernés et impactés par la hausse de l'énergie. C'est des hausses qu'on subit maintenant depuis plusieurs mois, qu'on essaye de répercuter, comme je vous le disais. Après, par rapport au contexte actuel de la rentrée, je pense qu'on a tous un rôle à jouer et des efforts à faire sur la deuxième partie de l'année. Et c'est notre rôle en tant qu'industriel. La fameuse sobriété. Ouais, vous allez y prendre votre part. Pardon ? Vous allez y prendre votre part. Oui, et c'est notre rôle en tant qu'industriel de trouver des solutions pour réduire notre consommation d'énergie en faisant des économies d'énergie. Par exemple, on a revu l'isolation de nos bâtiments récemment, usines et bureaux au siège. Et c'est par toutes ces économies d'énergie, par une meilleure gestion de la production, par une efficacité industrielle, par des nouveaux produits davantage encore plus responsables. Et c'est toutes ces économies d'énergie qu'il faut qu'on fasse pour répondre à la demande et participer à l'effort collectif. Et je pense que c'est essentiel. Mais c'est un travail qu'on va faire avec l'ensemble des responsables des différents services, parce que je pense qu'il n'y a pas que la production qui est concernée, et c'est de manière générale qu'il faut identifier rapidement les économies d'énergie à faire et mettre les actions en place rapidement. Vous qui connaissez bien les ETI, Georges, la sobriété énergétique est-elle possible ?
Est-elle possible? J'en sais rien. Qu'il y ait des efforts qui soient consentis, c'est sûr. Voilà. Effectivement, je pense que 70% des ETI sont dans les régions. Et le fait d'avoir cet ancrage régional fait que les gens ont une conscience un peu plus accrue des difficultés. Voilà, par exemple, les déplacements, la mobilité, ce genre de choses. Donc, il y a tout un tas d'efforts qui sont dans l'ADN des ETI, qui sont naturellement consentis pour améliorer ça. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Maintenant, c'est un travail de fond. C'est une lame de fond qui conviendra d'accompagner. D'ailleurs, chez KPMG, on a des équipes qui, justement, le but est d'accompagner toutes ces transformations chez nos clients et en particulier chez les ETI. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Bonne fin de journée.